Alors bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle webconférence organisée par VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle nationale territoriale, qui est la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance, qui protège plus d'1 million de personnes. Donc nous avons consacré 7 heures à la réforme de la protection sociale complémentaire, la PSC, actuellement en cours dans la fonction publique territoriale, après notamment la parution qui était attendue du décret le 20 avril dernier. Alors au cœur de cette réforme se joue bien évidemment un enjeu de santé et de qualité de vie des agents territoriaux, mais également un enjeu de solidarité. Plusieurs questions se posent pour répondre à cet enjeu, s'agissant notamment des montants de participation, ces fameux montants planchers. Est-ce qu'ils seront suffisants pour permettre à tous de se couvrir et pour garantir une bonne couverture, tant en santé qu'en prévoyance, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin, et comment les employeurs locaux s'en saisiront? Quel choix aussi pour plus de solidarité et pour une mutualisation des risques entre labellisation, convention de participation, voire même contrat adhésion obligatoire, on en parlera longuement aussi ensemble. Et puis quid de la solidarité intergénérationnelle et des mécanismes de solidarité? Peut-on aussi imaginer une solidarité entre petites et grandes collectivités, pour les plus petites collectivités? Et puis forcément, eh bien, on fera le lien avec le rôle clé que joueront les centres de gestion dans cette réforme. Voilà, donc ces différents points et bien d'autres, nous allons les aborder avec nos deux intervenants que je remercie de leur présence et intervention. Donc Caroline Régnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale adjointe du Centre de gestion du Nord et membre de l'association des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, qui est également partenaire de cette webconférence. Et Laurent Bezotti, bonjour. Bonjour Estelle, Alors, bonjour Caroline. bonjour. Donc vous êtes vice-président de la MNT, également vice-président de la MFP, la mutualité fonction publique. Enfin, je tiens à excuser Éric Pouliat, député de la Gironde, qui avait notamment coprésidé un groupe parlementaire de réflexion sur ce sujet de la PSC, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu un imprévu. Voilà, donc alors notre priorité, bien entendu, comme pour chaque conférence, c'est également de répondre à vos questions. Nous en avons déjà reçu un certain nombre et n'hésitez surtout pas à les poser durant cette webconférence en direct via la fenêtre qui se situe sur la droite de votre écran. Donc c'est l'interface GoToWebinar. Nous ferons le possible avec nos intervenants pour y répondre à la fois pendant cette heure, mais surtout sur la fin de la webconférence, puisqu'on se gardera quelques minutes pour un temps de questions-réponses. Donc restez bien connectés. Et pour terminer, donc je vous informe que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà, donc il est grand temps de commencer parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet riche, comme on le disait juste avant de se connecter. Donc Caroline Régnier, je me tourne vers vous. Comme je l'évoquais dans cette introduction, le décret qui était attendu vient juste de paraître. Donc on avait l'ordonnance. Est-ce qu'on peut d'abord faire un rappel justement de ce que disent ces textes? Oui, donc l'ordonnance du 17 février 2021, c'est l'ordonnance qui pose l'obligation de participation pour les employeurs territoriaux sur la prévoyance et sur la santé, donc la protection sociale complémentaire, les deux volets, la prévoyance pour le 1er janvier 2025 et la santé pour le 1er janvier 2026. L'ordonnance renvoie à un décret sur la question de savoir quels sont les montants minimums de participation imposés aux employeurs, et ce décret est arrivé le 20 avril dernier, et il pose une obligation de participation fixée à 15 € en santé, qui correspond en fait à 50% d'un panier de soins de référence fixé à 30 €, et 7 € en prévoyance, qui correspond à un montant minimal de garantie fixé à 35 €. Donc, ces obligations arriveront au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour la santé, et ce sont bien des montants planchers, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de participer au-delà sans qu'il y ait de plafond fixé, ce qui posera d'ailleurs d'autres questions au niveau local.
Très bien, merci beaucoup. Il y avait une interrogation, donc, enfin, ça avait été évoqué justement par le groupe parlementaire présidé par le député, d'avoir le même montant, et surtout, en fait, c'est surtout le pourcentage qui pose question, ces fameux 20%. Je me tourne du côté de Laurent Bezossi. Beaucoup auraient souhaité avoir le même pourcentage en santé comme en prévoyance, au regard de la réalité que l'on connaît de la situation des agents sur le terrain. Alors c'est vrai que 20% d'un montant de référence qui lui-même est à 35 € fait une participation minimale de l'employeur public à 7 €. Mais plusieurs éléments là-dessus. D'abord, on est dans un processus qui débute, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un texte normatif obligera les collectivités territoriales à participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Donc, si vous voulez, ma première réaction, c'est de dire c'est positif, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, c'est une mesure de justice sociale par rapport aux salariés du secteur privé qui bénéficient déjà de cette participation des employeurs, et donc cela va dans le bon sens. Donc, on ne boude pas notre plaisir, mais simplement, c'est la première marche, ou c'est un peu comme une roue crantée, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir en arrière, mais par contre, on n'est pas arrivé au bout de l'histoire. On n'est pas arrivé au bout du chemin de la protection sociale. Alors, pourquoi 50% en santé? Parce que d'abord, c'est une préoccupation qui concerne les 3 volets de la fonction publique, territoriale, hospitalière et État. L'aspect prévoyance concerne essentiellement la fonction publique territoriale, pour une raison assez simple, c'est que nos collègues de l'État sont rarement réformés pour invalidité, pour une raison simple et évidente, c'est que qu'ils soient en activité ou réformés, de toute façon, ils émargent toujours sur le budget de l'État. Donc, il n'y a pas d'incitation de l'employeur État à réformer les agents. C'est totalement faux pour les collectivités territoriales. Lorsqu'un agent est réformé, il n'est plus au tableau des effectifs et donc il n'est plus budgétairement porté par la collectivité. Donc, c'est un risque réel pour les fonctionnaires territoriaux, c'est un risque théorique pour les fonctionnaires d'État. Donc, à l'origine, ce n'était pas prévu. La prévoyance n'était pas prévue. Il faut le rappeler, il faut leur rendre hommage d'ailleurs. C'est le collectif des employeurs territoriaux, dans les premières négociations suite à la publication de l'ordonnance de 2021, qui a mis ce sujet sur la table et qui a proposé donc une participation des collectivités territoriales à la prévoyance. Donc, en fait, cette participation, elle vient au départ, c'est une idée des employeurs, mais elle est vraiment partagée ensuite par les organisations syndicales, par le monde mutualiste qui le porte depuis très longtemps. Mais au départ, ce n'était pas prévu par les textes, tout simplement parce que les fonctionnaires de l'État, c'est un risque qu'ils connaissent assez peu. Alors maintenant, c'est vrai que dans le cadre des discussions qui s'ouvrent, nos collègues de l'État vont aller aussi sur la prévoyance, mais à l'origine, ce n'était pas prévu. Voilà pourquoi on est à 2020, on est une participation de 20%. Et la contrepartie, les employeurs territoriaux, lorsqu'ils ont fait cette proposition, la contrepartie de cette proposition, c'était un différé dans le temps de l'application des décrets. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette proposition pour la prévoyance, qui encore une fois est un vrai risque pour tous les collègues fonctionnaires territoriaux, agents publics territoriaux, mais ils ont dit, d'un autre côté, laissez-nous un peu de temps pour nous adapter. Et donc, prévoyons un dispositif plutôt en 25-26, alors que l'État, c'est 24. Voilà, 2024. C'était la contrepartie en fait de la proposition qu'ils faisaient. Donc 20% aujourd'hui, c'est un pourcentage de base. La discussion, elle est à la fois excusez-moi, je vous interromps, ce sera possible de revenir sur ce pourcentage qui est fixé par l'ordonnance, donc ça veut dire qu'il faudra toucher l'ordonnance. Et s'il faut toucher l'ordonnance, c'est-à-dire que c'est du niveau législatif. Seule une nouvelle ordonnance ou une loi pourra réformer ce pourcentage. Mais avant de toucher ce pourcentage, qui est encore une fois un pourcentage socle, la question, elle est plutôt sur le montant de référence. Parce que 35 € en invalidité, en incapacité et invalidité, aujourd'hui, c'est une réalité économique qui n'existe pas. Donc, si vous voulez, ce montant de référence ne correspond à rien sur le marché, en réalité.
Il n'y a pas d'offre du secteur mutualiste, secteur privé capitaliste. Il n'y a pas d'offre aujourd'hui à 35 € qui couvre l'incapacité et l'invalidité. Donc, il y a deux leviers. Vous avez raison, il y a le levier législatif pour augmenter le pourcentage, mais il y a également le levier décrétal, donc le levier de niveau gouvernemental, pour augmenter les montants de référence, aussi bien le panier de soins en santé que le montant de référence en prévoyance. Donc, il y a les deux, évidemment. Alors, vous me verrez bouger, je préfère, voilà, je regarde les questions qui nous parviennent en même temps des participants. J'essaierai en fonction, voilà, de les poser au fur et à mesure ou bien à la fin de ces interventions. Donc, je me tourne vers Caroline Régnier. Justement, donc ces montants sont relativement faibles par rapport à la réalité, aux besoins. On parlait de la prévoyance, vous disiez, Monsieur Bezossi, 7 €, voilà, pour l'invalidité et l'incapacité. Ça semble être assez peu. Justement, vous disiez que les employeurs ont la possibilité d'aller au-delà. Au centre de gestion, vous avez déjà justement et vous-même vous disiez que vous alliez vous positionner sur d'ici la fin de l'année pour renégocier. Vous êtes déjà au-delà et les collectivités sont déjà au-delà de ces montants. Souvent, on dit que celles qui participent le sont. Oui, c'est cela. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, et d'ailleurs, c'était une enquête qui avait été menée par l'IFOP pour la MNT en 2021 sur un échantillon de 301 décideurs locaux. On en avait quand même 89 qui participaient déjà soit à la garantie maintien de salaire, soit à la complémentaire santé. Et les montants moyens de participation étaient déjà au niveau de 12 € à peu près en prévoyance et 19 € en santé. Donc, on voit bien que aujourd'hui, les collectivités qui participent, 89% du panel interrogé participent au-delà des montants qui sont fixés par le décret. C'est pour ça aussi probablement que le décret a introduit une clause de revoyure puisqu'il prévoit qu'il y aura des débats qui seront organisé au sein du CSFPT avant la mise en œuvre obligatoire, donc avant le 31 décembre 2023 sur le volet prévoyance et avant le 31 décembre 2024 sur la santé, et notamment probablement pour aussi tirer le bilan des premières conventions qui seront lancées parce que les employeurs ne sont pas obligés d'attendre l'obligation pour le mettre. On le voit bien puisqu'aujourd'hui elles participent déjà, même de manière assez volumineuse. Donc, il y aura sûrement des débats en effet à mener sur la réalité puisque l'ordonnance portait, me semble-t-il, une ambition de fixer une participation qui était en cohérence avec un montant minimal de garantie. Et on se retrouve avec des montants qui sont en effet décorrélés de la réalité du marché. Donc c'est une avancée, il faut pas le nier. 15 € en santé, 7 € en prévoyance, c'est un plancher. Ça va poser la question de la capacité des employeurs territoriaux à aller au-delà pour ceux qui aujourd'hui ne participent pas dans un contexte budgétaire pour les collectivités qui est quand même assez contraint. On en reparlera un petit peu plus tard, on y reviendra sur cette question de la charge financière. Monsieur Bezossi? Je voulais juste réagir sur plusieurs propos qui vient d'avoir ma collègue. Le premier, c'est dire qu'on a actualisé à la MNT les montants effectivement qu'on avait de l'enquête IFSOP que vous avez cité. On les a actualisés en 2021 et désormais, ils portent sur plus de 60% des collectivités. Et les chiffres qu'on a sont quand même assez édifiants. En santé, les collectivités qui aujourd'hui participent à la protection sociale complémentaire de leur agent, enfin, offrent la possibilité à leurs agents d'avoir une prise en charge en santé. Le montant est de 23 € en moyenne, la participation. Donc, la participation a encore augmenté par rapport à notre enquête de 2019. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% des agents dans les collectivités qui ont accès à la prise en charge d'une partie de leur complémentaire santé. Et en prévoyance, on est à 13 € désormais. Et là, c'est 61% des collègues qui ont la possibilité d'avoir une prise en charge de leur prévoyance, de leur assurance prévoyance par leur collectivité territoriale. Alors, les moyennes,
on a l'habitude de dire que la moyenne, c'est la réalité de personne. Hein. Il faut bien voir que derrière ces moyennes, il y a des disparités extrêmement importantes. Vous avez des collectivités qui, par exemple, participent à 1 euro pour leurs agents en santé ou en prévoyance. C'est par exemple quelques-unes qui adhèrent aux conventions de participation des centres de gestion. Pour pouvoir y adhérer, il faut qu'il y ait un minimum de participation. Et puis voilà, 1 euro. Bon, c'est le minimum. Et puis voilà, vous avez des collectivités qui participent parfois sur des montants extrêmement élevés, 50, 60, 70, 80 euros. Et donc, évidemment, cela fait une moyenne. Cette moyenne, aujourd'hui, est à 23 versus 15 euros, hein, le plancher qui sera donc normatif, et 13 euros au regard de 7 euros qui sera le plancher normatif en prévoyance. Donc, aujourd'hui, les collectivités qui participent au-delà, hein, en moyenne au-delà, 2 fois en prévoyance, 1 fois et demie à peu près en santé, de ce que le décret va fixer comme limite. Et il faut vraiment le redire pour nos collègues parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Ce décret, en réalité, il s'adresse aux collectivités territoriales qui ne participent pas en santé ou en prévoyance, ou alors aux collectivités territoriales qui participent en dessous de ce montant. Elles vont être obligées de venir sur ce montant. Pour les collectivités qui participent au-dessus de ce montant, pour les agents, ça ne change rien, si ce n'est peut-être que d'utiliser l'outil qui est dans l'ordonnance et qui prévoyait une discussion jusqu'au mois de février sur la participation à la protection sociale dans la collectivité territoriale, peut-être re-questionner ces montants, les montants qui sont aujourd'hui versés par les employeurs territoriaux à leurs agents pour la protection de ces deux risques. Mais en tout cas, ce décret, il n'est que positif. Il ne s'adresse qu'à ceux qui aujourd'hui n'ont pas de participation ou une participation inférieure à ce montant. Je pense que c'est important de le signaler. Pas de crainte de voir les collectivités participant au-delà baisser, enfin il n'y a pas d'intérêt à baisser ce montant de participation. Alors juridiquement, on est sur la libre administration, donc oui, c'est possible. Je ne peux pas dire que non, c'est pas possible, mais encore une fois, c'est théorique. Je ne vois aucune collectivité territoriale qui voudrait avoir un dialogue social apaisé et à peu près normal, baisser un montant de participation. Ça serait inentendable. Inentendable. C'est pas du tout le sens de l'histoire. Donc voilà, juridiquement, on peut pas dire que non, c'est pas possible. Juridiquement, bien sûr que c'est possible, mais en réalité, c'est infaisable. Ça ce serait vraiment anéantir tout le dialogue social d'une collectivité territoriale. Ça me paraît improbable, mais peut-être que ma collègue a un autre avis, mais moi je ne vois pas comment vraiment en pratique on pourrait le faire. Je partage, hein, c'est vrai que juridiquement, c'est possible et d'ailleurs, le débat, qui devait se tenir, au sein des collectivités, au plus tard, le 18 février et qui d'ailleurs pour, nombre d'entre elles ne s'est pas tenu puisque le décret lui est arrivé le 20 avril et qu'il était difficile de débattre sur des montants de participation sans savoir, à quelle sauce, on allait être mangé. Mais, ce débat était, l'occasion dans les collectivités de poser, justement, un rappel des participations et des engagements des employeurs. Et il est vrai que pour des questions de dialogue social apaisé et en sachant qu'en plus c'est une charge qui est déjà incluse dans les budgets RH et que les collectivités supportent déjà, il paraît peu pertinent de partir vers une négociation qui irait sur des réductions des montants de participation qui sont acquis pour les agents. Alors j'ai une question qui vient juste d'arriver. Est-ce que les collectivités qui participent déjà avec des montants supérieurs sont obligées de délibérer de nouveau sur ce sujet? Alors il me semble que le décret a prévu explicitement que non. Voilà, exact. Il me semblait aussi. Exactement, oui. Alors, on parlait des possibilités, hein, donc possibilité pour l'employeur d'aller au-delà de ces montants. On a aussi cette possibilité, alors hop, si la slide veut bien passer. Alors, hop. Bon, elle ne veut pas partir. Et voilà, donc de ce choix
qui a été maintenu justement par les textes entre labellisation et convention de participation. Peut-être d'abord un petit rappel, Caroline ou Laurent, sur cette possibilité. Donc ce choix qui est laissé à l'employeur, un choix aussi pour l'agent. Oui, c'est ça. En fait, la collectivité, elle a la possibilité, elle a l'obligation de participer à partir de 2025 et de 2026, mais elle a la liberté de choisir de mettre en place ou non une convention de participation. Et donc, si elle met en place une convention de participation, le principe, c'est que l'adhésion est libre. L'exception étant la mise en place d'une convention à participation obligatoire via des accords collectifs négociés avec les organisations syndicales représentatives. Et l'autre possibilité, c'est la labellisation. La labellisation, c'est l'agent qui souscrit lui-même, sans lien avec sa collectivité, à un contrat qui le couvre en santé ou en prévoyance. Et si ce contrat est labellisé par les autorités nationales, ça ouvre droit à une participation de l'employeur au titre de ce contrat porté individuellement. Donc aujourd'hui, la situation, je me tourne de votre côté, monsieur Bezossi, on est plutôt sur de la labellisation aujourd'hui, de façon majoritaire? Oui, de façon majoritaire, on est plutôt sur de la labellisation pour les collectivités qui participent. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que cette liberté qui a été donnée aux collectivités territoriales me semble extrêmement importante. Elle s'inscrit dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. C'est une exception par rapport à ce qui est prévu dans les autres versants de la fonction publique. En tout cas, à l'État, ce ne sera pas de la labellisation. En l'État, ce seront des appels d'offres qui seront lancés par ministère ou parfois interministériels. Pour nous, il était très important de conserver ce choix pour les collectivités territoriales, d'offrir à leurs agents soit la possibilité effectivement de souscrire auprès de n'importe quelle mutuelle qui est une offre labellisée, soit de pouvoir conclure des contrats, des conventions de participation, adhésion facultative ou adhésion obligatoire. Je pense qu'on en parlera dans un petit moment. Vous direz ce que j'en pense, point de vue MNT et mutualité, mutualisation des risques. Notamment, et je pense qu'il faut, pas rentrer plus dans le détail, mais qu'en la matière, il faut avoir une réponse différenciée en santé et en prévoyance. Si vous me lancez là-dessus, j'irai jusqu'au bout, mais on ne peut pas traiter les deux risques de la même façon, me semble-t-il, pour une collectivité territoriale, en ne négligeant pas tout de même l'aspect social, l'aspect dialogue social, parce que vous l'avez indiqué très clairement, le contrat obligatoire présuppose un accord majoritaire, comme l'a dit Caroline, des organisations syndicales représentatives dans la collectivité. Alors justement, on va rebondir sur cette question du contrat à adhésion obligatoire, qui est une possibilité, encore une fois. La collectivité peut s'engager en cas d'accord majoritaire. Alors on a reçu justement, je disais en introduction, pas mal de questions déjà en amont. Beaucoup de questions portent sur ce contrat à adhésion obligatoire qui interroge, certains formulant des craintes sur un dispositif contraignant. Est-ce que pour vous, voilà, moi je vous pose la question, est-ce que c'est une... Alors forcément, en tant que mutuelle, vous allez me répondre oui, une réponse pour une meilleure mutualisation des risques, puisque meilleure connaissance des risques. Exactement, c'est la vraie réponse. Elle est double. D'abord, je vous ai dit, il faut distinguer la santé et la prévoyance. Aujourd'hui, la couverture santé en complémentaire de nos collègues est à un niveau suffisant pour mutualiser les risques. Donc, la labellisation peut être une option tout à fait acceptable, économiquement parfaitement viable. Il n'y a pas de discussion, ou la convention de participation également. En revanche, la prévoyance. Aujourd'hui, peu de nos collègues sont assurés en prévoyance et surtout, peu de collectivités ont un taux d'assurance, un taux d'agents qui sont assurés en prévoyance suffisamment important pour pouvoir couvrir le risque. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour être un peu caricatural et un peu général, et la généralité en assurance, ça veut dire quelque chose.
vous, sauf rare exception, donc peut-être nous faisons partie, vous allez souscrire. En général, on souscrit assez facilement une complémentaire santé parce que c'est dans le réflexe populaire. Hein, en général, c'est ce que vos parents vous disent quand vous êtes un jeune fonctionnaire. Couvre-toi en santé, donc prends une complémentaire santé. Et bon an, mal an, la plupart des agents qui le peuvent prennent une couverture santé. En revanche, la prévoyance, ça va de soi. D'abord parce que la prévoyance, c'est un risque, encore une fois, qui est essentiellement un risque du fonctionnaire territorial, de l'agent public territorial. Donc, ce n'est pas dans la culture traditionnelle que de couvrir ce risque. Et puis, par ailleurs, quand on a 20 ans ou 30 ans, on ne pense pas qu'on va être en invalidité demain, en tout cas pour une maladie. Et on pense qu'à la maladie. Et on oublie complètement un autre risque, l'accident. Parce que quand on est jeune, certes, on a moins de chances d'être malade, mais on a tout autant de chances, voire peut-être plus de probabilité, pardon, c'est pas une chance, de probabilité d'être accidenté. Et un accident qui va engendrer peut-être une incapacité dans un premier temps et une invalidité dans un second temps, avec des pertes de revenus incroyables, colossales, avec des difficultés financières donc à la clé. Donc c'est à la fois, donc si on reste sur la labellisation de la convention de participation, en réalité, ne viennent sur ces contrats que les personnes qui imaginent que dans un court temps, dans un bref laps de temps, elles mobiliseront la couverture qu'elles viennent de souscrire. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais en assurance, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'une assurance, c'est un principe de mutualisation des risques. C'est-à-dire que l'assurance, il faut qu'il y ait des personnes qui la payent et qui ne l'utilisent pas pour qu'il y ait des personnes qui puissent l'utiliser. Sinon, le contrat n'est jamais équilibré. Aujourd'hui, les contrats de prévoyance ne sont pas équilibrés, ce qui vous explique d'ailleurs les augmentations à pratiquement 2 chiffres de Est-ce que j'allais vous demander, oui, qui arrivent. Parce que ne se couvrent aujourd'hui que les gens qui savent qu'ils vont avoir un risque. Hein, et le risque va s'avérer à court terme. Donc, évidemment, ce type de contrat ne peut pas être couvert. Donc, c'est autant en santé, je suis plus mitigé sur la réponse. Je pense que les 3 possibilités couvrent à peu près la réalité économique. Autant en prévoyance, si on veut vraiment développer la prévoyance, si on veut vraiment couvrir un vrai risque. Encore une fois, les jeunes collègues qui ne s'assurent pas ne pensent qu'à l'incapacité et à l'invalidité suite à maladie. Ils ne pensent pas suite à accident. Et pourtant, c'est un vrai risque, c'est une réalité. Donc, si on veut à la fois couvrir ce vrai risque, si on veut équilibrer ces types de contrats, il faut mutualiser le risque. Et donc, du coup, on a beaucoup, je me permets juste, on a beaucoup de questions sur ce sujet-là, donc je me permettrai de vous en poser peut-être une ou deux. On en gardera pour la fin, mais il y en a certaines qui peuvent, où on peut peut-être y répondre dès à présent, mais je vais vous laisser terminer. Non, juste, je voulais juste dire parce que c'est important. Certains pensent que l'adhésion obligatoire, on va les obliger à adhérer à un contrat, alors que peut-être ils adhèrent déjà à un contrat par leurs conjoints qui sont dans une entreprise privée. C'est faux. L'adhésion obligatoire, c'est pour ceux qui n'ont pas de contrat. Si vous démontrez que vous avez un contrat, possibles, en fait. Voilà, hein, bien sûr. Vous ne serez pas obligé de prendre le contrat de la collectivité si vous démontrez que vous êtes déjà couvert en santé, peut-être même en prévoyance, par le contrat de votre conjoint qui serait dans une entreprise privée. Moi, j'ai un agent qui pose cette question-là, qui dit, voilà, aujourd'hui, elle est en labellisation, donc par rapport sur la santé, où elle a des besoins spécifiques. Si demain, sa collectivité passe sur un contrat d'adhésion obligatoire, est-ce qu'elle est, par rapport à ses besoins qui sont spécifiques et qui ne sont peut-être pas pris en compte, est-ce qu'elle est tenue d'adhérer à ce contrat d'adhésion obligatoire, ou est-ce qu'elle peut justifier, est-ce que ça peut justifier le fait qu'elle n'adhère pas? Tout va dépendre, je pense, des contrats qui sont mis en place sur les conventions de participation. C'est-à-dire que d'une part, il y a le principe de l'adhésion obligatoire qui doit être négocié avec les organisations syndicales représentatives. Ce principe, il va quand même être encadré dans le cadre de la refonte du décret de 2011 qui est en cours de négociation.
où en effet on aura des exceptions déjà d'obligation d'entrée dans le contrat pour les agents couverts via leur conjoint, pour un certain type de situation qui seront fixées dans le décret. Après, ce contrat à adhésion obligatoire, il sera issu d'un appel d'offres pour la mise en place d'une convention de participation. Et cet appel d'offres, bien souvent, il est quand même fondé sur des remontées statistiques que la collectivité met dans son appel d'offres pour que les opérateurs puissent se positionner. Et donc, c'est dans le cadre de ces contrats qu'il y a des clauses à prévoir sur les spécificités de santé. Après, il est sûr que quand on est sur des contrats qui couvrent un large panel, on est moins dans la Difficile de faire spécificité des situations individuelles. Oui, mais le but, c'est pas là. Enfin, la ministre Montchalin, lorsqu'elle a présenté son projet, le but était vraiment d'assurer une couverture quasi universelle de la fonction publique, des fonctionnaires. Donc, c'était pas vraiment de couvrir des situations individuelles qui pourront toujours exister. Et encore une fois, c'est d'assurer une garantie minimale pour tous les agents publics. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis aussi bien, enfin, vu depuis un opérateur sur la de santé et de prévoyance, les contrats de prévoyance, sauf à être complètement inabordables. C'est-à-dire que si on ne va pas sur de l'adhésion obligatoire sur des contrats de prévoyance, le montant de ces contrats sera quasiment inabordable. Donc, vous pourrez toujours mettre 7 euros ou 14 euros de participation publique. Si le contrat qu'on vous propose, il est à plus de 100 euros, parce que l'économie, elle se fera là-dessus, parce qu'il n'y a pas de mutualisation de ce risque, eh bien, vous n'atteignez pas votre objectif qui est de couvrir un risque. Et pourquoi on veut couvrir ces deux risques? Parce que quand même, on est rentré très vite dans le débat, le format s'y prête, mais quelque part, un agent qui est bien couvert en santé, qui est bien couvert en prévoyance, est un agent qui est tranquille, serein pour l'avenir. Parce que ça veut dire que si la maladie, l'accident le touche dans un avenir, dans les 42 annuités avant de pouvoir bénéficier d'une retraite, cet agent sait que d'abord, il pourra avoir accès aux soins, premièrement, s'il est en couvert santé, et deuxièmement, il pourra conserver un train de vie tout à fait acceptable s'il est couvert en prévoyance. Donc, l'objectif, c'est bien d'assurer la couverture. Et moi, le discours que je dis, le discours que je tiens, pardon, c'est de dire, en prévoyance, si on ne va pas sur adhésion obligatoire, les montants qui seront proposés dans les contrats seront, la première année ou les années d'après, peu importe, tellement élevés que la participation de l'employeur ne suffira pas à inciter l'agent à se couvrir en prévoyance. Et donc, cet agent-là est un agent qui est en fragilité, en risque d'accident, de maladie, d'incapacité, d'invalidité, et donc de perte très importante de revenus dans un premier temps, et ensuite allocation adulte handicapé, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est outrageusement basse dans notre pays, malgré les revalorisations. Elle n'a rien à voir avec un traitement aujourd'hui d'un agent public. Voilà. Donc c'est un vrai risque et il faut le couvrir. Voilà. Et si on veut le couvrir, à mon sens, il ne peut y avoir que le contrat adhésion obligatoire. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé à l'État. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, je me tourne du côté de mon deuxième écran où j'ai vraiment beaucoup de questions qui arrivent sur ce sujet. Je vais vous en poser déjà une première. Est-ce qu'il est possible de mettre en place une adhésion obligatoire, si accord majoritaire bien entendu, dès aujourd'hui, ou faut-il attendre 2025? Dès aujourd'hui. Il n'y a rien qui empêche de le mettre en place dès aujourd'hui. Ouais, dès aujourd'hui. Il faut simplement le temps, évidemment, de passer un marché, un appel d'offres. Alors, c'est un MAPA pour être plus exact et plus social, mais ça respecte les grands principes de la commande publique, hein, de liberté d'accès, égalité de traitement des candidats, sélection des meilleures offres, etc., etc. Donc, ça prend, une collectivité qui s'y prendrait aujourd'hui pourrait avoir un contrat signé dans 4 à 5 mois, compte tenu des procédures.
D'accord. Autre question, peut-être pour Caroline Régnier, si l'adhésion obligatoire est choisie par les organisations syndicales lors d'une convention de participation auprès d'un centre de gestion, est-ce qu'une collectivité pourra choisir de rejoindre le contrat du CDG, mais refuser l'adhésion obligatoire pour les agents? Alors, au niveau des centres de gestion, c'est un peu particulier parce que le portage du dialogue social se fait de manière un peu complexe. Sont adhérentes obligatoires au centre de gestion les collectivités qui ont au plus 350 agents. Mais parmi ces collectivités, celles qui ont au plus 50 agents ont leur comité technique paritaire qui est placé auprès du centre de gestion. Pour le dialogue social, et notamment pour la conclusion des accords majoritaires, ce qu'il est prévu par l'ordonnance, qui est d'ailleurs sortie le même jour que l'ordonnance sur la PSC, hein, ce qui n'est pas non plus anodin, c'est que le centre de gestion peut porter le dialogue social et donc les accords majoritaires pour les collectivités qui ont leur comité technique rattaché au centre de gestion. Ce qui veut dire que le centre de gestion peut être mandaté par les collectivités qui sont adhérentes obligatoires auprès d'elles et qui ont leur CT placé auprès d'elles pour porter des accords majoritaires. Elles doivent mandater, elles ne sont pas obligées de le faire. Elles mandatent pour porter le dialogue et une fois que le dialogue s'est mené et qu'il aboutit à une proposition, elles ont encore la possibilité de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ensuite, il y a toutes les collectivités du département qui ne sont pas rattachées au comité technique, qui n'ont pas leur comité technique placé auprès du centre de gestion. Et pour celles-là, le dialogue social se fait collectivité par collectivité. Or, nous, en tant que centre de gestion, on a une obligation de par la loi, de proposer à chaque collectivité du département qu'il souhaiterait de pouvoir rejoindre les conventions de participation que nous devons obligatoirement mettre en place pour les proposer à nos collectivités à partir du moment où on en a une qui nous sollicite. Ce qui veut dire qu'on est obligé de les mettre en place de fait. Donc, au niveau des centres de gestion, on va devoir gérer à la fois des collectivités qui auront porté le dialogue social jusqu'à un accord majoritaire mettant en place les conventions de participation à adhésion obligatoire. Pour certaines, ce dialogue social, il se sera fait par le centre de gestion dans le cadre des instances du comité technique paritaire intercommunal. Et en même temps, on devra aussi proposer des conventions de participation à adhésion facultative, puisque par principe, on ne pourra pas avoir 100% des employeurs territoriaux qui partiront sur de la convention obligatoire. Donc, in fine, le choix revient quand même à la collectivité. C'est juste que pour les modalités d'organisation, elles peuvent mandater les centres de gestion quand elles ont moins de 50 agents pour porter le dialogue social. Et à l'issue, elles décident si elles approuvent ou pas l'accord majoritaire. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions importantes. Donc, on avait envie de vous poser une question. Alors, bien entendu, ça va dépendre de votre statut, mais au regard de ce qu'on vient de dire hein, sur le contrat adhésion obligatoire, on avait cette question à vous poser. Seriez-vous favorable à la mise en place d'un contrat à adhésion obligatoire? Oui. Non, on va vous laisser quelques instants pour y répondre. J'en profite justement pour vous poser encore une autre question, toujours sur le sujet. Je vais la retrouver. Tic, tic, tic. Alors, c'est une question. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un accord majoritaire pour une obligation de souscription pour la prévoyance, tout en optant pour la labellisation pour la mutuelle santé? L'ordonnance semble conditionner d'abord un accord majoritaire sur la santé avant de pouvoir le mettre en place sur la prévoyance. Alors pour ma part, c'est pas la lecture que j'ai du texte, puisque le texte, pour moi, offre une liberté totale aux employeurs territoriaux. Ils peuvent à la fois aller sur de la labellisation en santé, de la participation en prévoyance. Il est même possible sur les accords majoritaires de prévoir qu'il y a une partie seulement qui rentrera sur de l'obligatoire et pas la totalité. Il est possible aussi de d'abord faire de la labellisation et finalement changer d'avis, d'aller sur de la participation. Donc vraiment, le champ des possibles est vraiment ouvert. C'est grand en fait, c'est très ouvert. De vérification, je partage ce qui a été dit par
par Caroline. Et je vais même un petit peu plus loin en matière de commande publique. Si une collectivité voulait passer par le contrat, elle serait, à mon avis, obligée d'allotir un lot prévoyance, un lot santé. Me semblerait malvenu de faire un seul appel d'offres. Je pense qu'il faudrait allotir en santé et en prévoyance à minima. Bien qu'aujourd'hui, le décret permet un contrat unique fusionné santé-prévoyance. Oui, Donc, ça exclut du champ de la concurrence les organismes qui ne feraient que l'un ou l'autre, ce qui, à mon sens, du point de vue du droit de la concurrence européenne, pose un problème. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un décret français ne serait pas compatible avec le droit européen en matière de commande publique. et puis tout ça est sous réserve de l'évolution du décret de 2011. Après, c'est vrai que la J'allais vous spécificité… dire, ça va dépendre aussi de l'évolution de ce qui va être… Oui. Tout à fait. Mais la spécificité des conventions de participation, c'est qu'on n'est pas dans le champ du code de la commande publique. La procédure de mise en concurrence, elle est entièrement régie par le décret de 2011, aussi bien sur la procédure que sur les critères de sélection, qui sont d'ailleurs contraints, contrairement au droit de la commande publique où le pouvoir adjudicateur a la possibilité de choisir ses critères de sélection. En matière de PSC, les critères de sélection sont contraints puisqu'on est obligé de prendre en compte la solidarité intergénérationnelle, la question de la portabilité des droits. Enfin, il y a tout un tas de critères qui sont énoncés par le décret. Après, il est vrai que un lot unique en santé et en prévoyance, ça exclut certains opérateurs et les logiques, comme on le disait tout à l'heure sur le débat entre labellisation et convention de participation, sont pas tout à fait les mêmes sur la prévoyance et sur la santé. Donc, c'est la difficulté surtout d'avoir une offre pertinente quand on fait un lot unique. Alors, merci beaucoup pour ces explications. On reviendra un petit peu plus tard sur le retour, les réponses à la question qu'on vous a posée. Alors justement, je souhaitais poursuivre, puisqu'on vous l'évoquiez à l'instant, sur la solidarité intergénérationnelle, qui est aussi forcément, on parle de solidarité sur cette webconférence. On ne pouvait pas ne pas en parler, même si ça fera l'objet des négociations qui se sont ouvertes, qui ont débuté le 6 avril, qui vont durer certainement un petit moment avec le toilettage du décret de 2011, comme c'est indiqué. Mais c'est une question qui interpelle beaucoup. Comment les retraités vont être, à quelle sauce ils vont être mangés, j'ose dire, puisqu'on constate qu'il y a quand même un problème d'accès à la couverture en santé en prévoyance. Laurent Bézossi, Caroline Régnier? Ouais, c'est un sujet central qui aujourd'hui n'est pas traité. C'est un sujet central parce que une fois que les agents publics auront une participation de leur employeur en santé et en prévoyance, il ne restera plus qu'un seul groupe de nos concitoyens qui n'auront pas de participation en santé. Prévoyance, c'est plus utile, mais en santé, qui n'auront pas de participation, ce sont les retraités, aussi bien du secteur privé que du secteur public. À mon sens, c'est inacceptable. Enfin, à mon sens, en tant que mutualiste, la solidarité intergénérationnelle, avec d'autres valeurs, la démocratie notamment, mais est au cœur de la promesse mutualiste. La mutualité française en général, en particulier, s'est construite autour de cette notion de solidarité entre les jeunes et les moins jeunes, entre les actifs et les retraités, entre les bien portants et les malades, entre les valides et les invalides, etc. etc. Et donc, ne pas avoir de mécanisme qui permettent une solidarité intergénérationnelle entre les actifs et les retraités est quelque chose d'inacceptable pour nous, MNT, MFP, et la MNT, depuis désormais une bonne dizaine d'années, en hommage à mes prédécesseurs, porte dans le débat public une solution qui est à coût nul pour les finances publiques, qui, en ces temps de disette budgétaire, ne me semble pas être une proposition neutre. Et le système est bien connu par les collectivités territoriales, par nos collègues. C'est tout simplement un système de péréquation horizontale. C'est-à-dire que les structures qui assurent un risque plutôt pour un risque santé ou prévoyance, plutôt pour un ensemble de personnes
plus jeunes cotisent à un fonds, à une caisse, au bénéfice de structures, encore une fois, entreprises, opérateurs économiques, quelle que soit la structure, quelle que soit la personnalité juridique de cet opérateur économique, qui assure plutôt un panel de personnes plus âgées, voire retraitées, en contrepartie d'une modération des cotisations de ces retraités. Et donc, tout simplement, c'est un système qui finalement s'auto-alimente sans intervention extérieure ni de la sphère économique ni de la sphère étatique. Et pour le monde territorial, le gestionnaire, il est tout trouvé. C'est, allez, je vais oser, c'est l'employeur des retraités. L'employeur des retraités des fonctionnaires territoriaux, il y en a deux, travaillent déjà ensemble. C'est l'IRCANTEC pour les collègues qui sont contractuels et c'est la CNRACL pour les collègues qui sont fonctionnaires territoriaux. Voilà, deux organismes qui pourraient très bien gérer ce fonds en péréquation horizontale. Encore une fois, il n'y a pas d'intervention externe. Ce sont les opérateurs économiques qui assurent des jeunes, qui financeraient les opérateurs économiques qui assurent plutôt un public plus âgé, puisque effectivement, en matière de santé, en tout cas, le risque est intimement lié à l'âge de la personne assurée. Voilà un système qui permettrait à nos retraités d'avoir des minorations de cotisations. C'est eux qui en ont le plus besoin. Ce sont les seuls qui sont oubliés désormais dans ce système. Et par ailleurs, il faudra sans doute à un moment donné qu'il y ait un dispositif comme à l'État, c'est-à-dire que à minima, ce dispositif de péréquation que moi je trouve assez formidable. J'engage le prochain gouvernement à nous entendre sur ce point. S'il venait à pas être suivi, il faudrait à minima que lorsqu'il y a un contrat, une convention de participation dans une collectivité, que l'agent arrive donc à la retraite, il puisse continuer à bénéficier à minima de ce contrat qu'il avait en collectivité, bien sûr en perdant la participation. Et moi, je plaide pour qu'il ne perde pas la participation. C'est la possibilité qui est ouverte à l'État, hein, c'est ce qui se fera Exactement. Pour l'État, c'est déjà dans le décret. Nous, ça sera dans le décret, Caroline l'a cité plusieurs fois, de 2011, qui va être réformé complètement. Donc, on va voir ce que ça donne, parce qu'en 2011, le droit de la commande publique n'est pas le même, puisqu'il a changé en 2014 au droit européen. Donc, à voir. Pas convaincu qu'on arrive à avoir un droit de nouveau de la commande publique complètement dérogatoire pour ce type de marché. On verra. Et en tout cas, c'est le deuxième décret, hein, c'est le second décret, et celui-là est extrêmement important parce qu'il traitera de ces questions, notamment de solidarité intergénérationnelle, de critérisation pour les appels d'offres, de portabilité de la couverture. Bref, il n'y a pas que le montant dans l'histoire qui est en jeu, il y a aussi les modalités, et j'allais dire, il y a peut-être surtout les modalités, parce que le montant, allez, je veux pas être Madame Soleil, mais je peux parier qui va bouger. D'accord. Oui, Caroline Régnier? Oui, j'allais confirmer qu'en effet, on attendait avec impatience les décrets. Le décret qui fixe les montants planchers, en effet, il était attendu et il est bienvenu qu'il soit sorti. Toutes les questions aujourd'hui sur la portabilité des droits, sur la couverture, sur l'entrée-sortie des contrats, sur les questions de délai de carence et la solidarité intergénérationnelle, tout ça, c'est des éléments qui sont alors pour partie abordés dans le décret du 8 novembre 2011 et qu'on attend justement dans le décret à venir qui est en cours de négociation. Après, je dirais qu'aujourd'hui, il existe quand même un minimum de solidarité intergénérationnelle organisée par le décret de 2011 et c'est peut-être là où ça nuance un petit peu sur la labellisation et la convention de participation en santé, puisque sur les conventions de participation en santé, il y a déjà des dispositions prévues dans le décret qui fait que l'agent de plus de 30 ans qui paye le plus cher ne doit pas payer plus de 3 fois l'agent que ce que paye l'agent de plus de 30 ans qui paye le moins cher. Donc, il y a quand même déjà un ratio de 1 à 3 qui est mis en place. Et il y a la possibilité de prévoir dans les contrats des clauses justement pour que la personne qui part à la retraite puisse continuer de bénéficier en fait de la couverture qui a été négociée par son dernier employeur. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on est sur des retraités qui sont dans la collectivité et puis qui s'en vont. Enfin, c'est des une agents qui possibilité. arrivent à la retraite et qui s'en vont. Mais pour les personnes qui sont déjà retraitées, il existe en effet pas d'accès et pas non plus de système d'information, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une fois que l'agent il part en retraite, le lien avec son employeur territorial, il s'arrête puisque sa gestion passe soit à la CNRACL, soit à l'IRCANTEC. Donc, les conventions, elles sont pas portées par ces organismes, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont déjà parties à la retraite, il n'y a ni mécanisme d'information, ni mécanisme qui permet à l'employeur de raccrocher les retraités dans les conventions qui sont conclues. D'où cet enjeu d'information justement, qu'on a notifié, parce que dans les faits, dans la réalité, effectivement, une fois que les personnes sont parties, il y a plus de lien, sauf erreur de ma part, hein, qui s'opère avec la collectivité. Non, il n'y a plus de lien. Alors je me permets, je reviens un petit peu en arrière, j'étais venue directement sur la solidarité intergénérationnelle puisqu'on en parlait. Lorsqu'on a évoqué tout à l'heure, hein, les montants et les disparités avec vous, Laurent Bezotti, se pose quand même la question du risque d'inégalité, puisque il faut quand même le dire, hein, ça reste une charge financière, cette PSC, pour un certain nombre de collectivités et forcément on a en tête les plus petites. Donc quid d'une solidarité qui pourrait éventuellement se mettre en place à l'égard des petites communes? Aujourd'hui, la mutualisation pour les petites communes, je dirais que le rôle du centre de gestion est fondamental. Puisque mettre en place une convention de participation quand on est sur moins de 50 agents, d'abord en termes d'ingénierie, c'est très lourd. Ça nécessite quand même le recours à un actuaire, à une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc ça fait des coûts supplémentaires. Et surtout, les opérateurs n'ont pas d'intérêt à se positionner sur une convention de participation sur des petites structures, puisque la mutualisation des risques est très, très limitée. Donc, les coûts vont absolument pas être maîtrisés. C'est là tout l'intérêt en fait des conventions qui sont portées par les centres de gestion, puisque nous, on peut faire de la mutualisation à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, avec les schémas de régionalisation conclus entre CDG, on peut même élargir le territoire à un niveau interdépartemental, voire régional, ce qui peut être intéressant pour certains territoires où un centre de gestion lui-même n'arriverait pas seul à une mutualisation suffisamment intéressante pour maîtriser les coûts et attirer les opérateurs. Et donc, l'interdépartemental ou le régional permettrait aussi de créer de la solidarité territoriale pour ces petites collectivités qui toutes seules ne peuvent pas porter ce type de convention parce qu'elles n'attireront pas les opérateurs. Je partage pleinement. Le centre de gestion est vraiment l'outil de solidarité territoriale dans la mise en œuvre de cette PSC. En chercher ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre réglementaire qui est le nôtre, est extrêmement compliqué. Et vraiment, enfin là, totalement d'accord avec Caroline, ce sont les centres de gestion qui seront les outils, les artisans d'une certaine solidarité en mutualisant le risque. Mais évidemment, la libre administration, liberté, corollaire, c'est aussi un peu d'inégalité. Mais ça, les fonctionnaires territoriaux sont très habitués. Nous avons tous des régimes de primes qui sont différents. Nous avons une base commune. Le traitement indiciaire, par exemple, des régimes de primes qui sont extrêmement différents d'une collectivité à l'autre. Il paraît même qu'il y a un temps pas si lointain où nous travaillons des heures différentes d'une collectivité à l'autre. Fini. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question de la mutualisation des risques et puis il y a la question des montants de participation. Et aujourd'hui, il y a une crainte au niveau des employeurs territoriaux, en effet, d'avoir un élément supplémentaire de concurrence entre eux, puisque c'était déjà le cas avec le RIFSEP, hein, mais aujourd'hui, on rajoute un élément supplémentaire puisque le décret prévoit des montants planchers, pas de montants plafonds. Et c'est là aussi où les centres de gestion peuvent jouer un rôle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte le dialogue social et que on se met autour de la table entre employeurs territoriaux et organisations syndicales, notamment pour parler des montants de participation, on peut aussi porter des orientations de mutualisation des coûts où certaines collectivités acceptent de payer
un peu plus que d'autres sur les contrats pour obtenir des coûts plus abordables, et en même temps une harmonisation des montants de participation pour éviter les concurrences territoriales entre employeurs publics sur un même bassin d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des questions d'attractivité qui vont se poser par derrière. C'est indéniablement vrai. C'est d'autant plus vrai dans un contexte de presque plein emploi. Donc, au-delà de la compétitivité entre collectivités, il va y avoir aussi une compétitivité entre secteurs, public-privé. Mais je relativise un petit peu, parce que quand on regarde les montants du RIF7 et quand on regarde les montants de la PSC, bon, on est quand même sur deux univers qui sont un peu différents. Le RIF7, c'est quand même des montants relativement importants. La PSC, même si avec une participation extrêmement élevée, on reste sur des montants, comparés au RIF7 en tout cas, sont relativement modestes. Mais il ne faut pas le négliger, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je voudrais juste passer un petit message aussi aux collectivités qui aujourd'hui n'ont pas de PSC et qui se disent on va attendre que le décret nous l'oblige. Donc on va attendre 25 et 26. Juste un tout petit message là peut-être pour les exécutifs ou ceux qui les conseillent et qui sont en proximité d'eux. Je crois que cette démarche-là, cette réflexion-là, a deux écueils. Le premier, c'est qu'il va faire porter sur une année budgétaire, 2025 et 2026, des augmentations extrêmement importantes, puisqu'il faudra s'aligner sur ces plafonds, sur ces planchers de participation minimum pour tous les agents qui souhaiteront bénéficier d'une participation en santé et en prévoyance. Et donc, l'augmentation, elle sera relativement brutale. Si on s'y prend dès aujourd'hui, l'augmentation peut être plus linéaire en termes de finances publiques, je crois que, et de projection budgétaire, je crois que c'est pas neutre. Deuxième élément, peut-être un petit peu plus politique, si vous me permettez, les exécutifs locaux qui veulent tirer un petit avantage, notamment dans leur dialogue social, ou peut-être auprès de leurs agents, ont tout intérêt à anticiper la mesure. Parce que appliquer une règle nationale, un décret, ou volontairement reconnaître sa responsabilité d'employeur dans la santé et la protection sociale de ses agents, la portée politique et la portée dans le dialogue social, évidemment, n'ont rien à voir. Dans un cas, on ne fait qu'appliquer la norme, la loi, en l'occurrence l'ordonnance et le décret. Dans l'autre cas, on pense une politique volontariste de participation et on montre à son personnel, ses agents, on montre à ses partenaires sociaux que la santé, les conditions de travail des agents est une préoccupation dans la collectivité dans laquelle ils sont, ce qui en termes d'attractivité non plus n'est pas neutre. Lorsque vous savez que votre employeur s'intéresse à votre santé, à vos conditions de travail, on va dire quelque part, considérez que vous êtes bien dans cette collectivité. En tout cas, c'est un discours qu'on porte depuis extrêmement longtemps à la MNT. Il nous reste quelques minutes. Comme on a vraiment beaucoup de questions, je vais essayer de vous en poser un certain nombre. Alors, je m'excuse par avance, je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser. On parlait de mutualisation, justement, et on a une question sur est-ce que la mutualisation peut se faire entre collectivités sans un partage par un centre de gestion? Et le cas échéant, est-ce que c'est qu'une seule collectivité qui porte le contrat? Alors, je suis pas sûre que le cadre juridique se prête. C'est-à-dire que dans le droit de la commande publique, on peut faire des contrats en groupement de commandes en désignant la personne qui porte le groupement et puis en lançant les conventions. Donc, a priori, ça peut être un biais de permettre, par exemple au niveau d'un EPCI, d'avoir un groupement de commandes. Après, comme le droit de la commande publique s'applique à la marge sur cette procédure, puisqu'aujourd'hui on est sur du droit dérogatoire, pas sûr qu'on puisse passer par ce biais-là, d'autant que il me semble quand même que la logique des textes, c'est quand même de désigner le centre de gestion comme la personne qui porte les contrats collectifs de mutualisation pour les collectivités. Donc,
je suis pas sûre que le cadre juridique aujourd'hui permet, par exemple, de se mettre au niveau d'un EPCI de porter un contrat pour l'ensemble des communes membres. Et je crois qu'il n'a pas la compétence, en plus. Parce que En plus. Après, oui, il y a les établissements spécialités. Des agents, porter un contrat pour des agents qui ne sont pas de ces EPCI. Non, et encore une fois, ce qui est important dans ce texte, c'est le lien employeur, protection de la santé, des conditions de travail des agents. Je crois que le gouvernement a voulu en faire une mesure de pouvoir d'achat. Manque de chance avec l'inflation, c'est complètement rogné. Par contre, la vraie mesure, le vrai objectif, il me semble, c'est ce lien santé, protection de la santé par l'employeur. C'est ça qui est important, éventuellement par le biais des centres de gestion qui ont toujours été le bras armé des employeurs pour les collectivités territoriales qui ne géraient pas directement leurs organismes paritaires. Mais sinon, c'est ce lien vraiment qui me semble essentiel, moi, employeur, protection de la santé des agents qui sont placés sous leur autorité. Alors une question pour vous, Monsieur Bezosi, justement. Alors la mutualisation des risques peut-elle être transversale entre santé et prévoyance? Par exemple, un établissement public qui opterait pour 2 conventions de participation santé et prévoyance auprès du même opérateur? Ça est déjà un peu. En réalité, dans toutes les structures, même si on essaye de limiter ça, parce que la CPR, qui est en fait l'autorité de régulation de la protection de la santé en France, nous oblige un peu à dissocier le risque santé du risque prévoyance. Mais en réalité, aujourd'hui, comme les contrats de prévoyance sont déficitaires, ce sont les contrats de santé, globalement, qui financent une partie de la prévoyance dans tous les organismes. Sinon, les montants de prévoyance seraient inaccessibles. D'où le discours que j'ai tenu jusqu'à présent sur la convention de participation à adhésion obligatoire, le contrat collectif à adhésion obligatoire, parce que ce montage-là qui fait que chaque fois que vous gagnez un contrat en prévoyance, vous perdez de l'argent, vous comprenez très bien que dans une réalité économique, qu'elle soit capitalistique ou mutualiste, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et les montants seraient prohibitifs si il devait couvrir totalement ce risque. Néanmoins, le gendarme, encore une fois, l'autorité de régulation, l'équivalent de la Chambre des comptes, si vous voulez, pour les organisations de protection en santé et en prévoyance, nous demande d'équilibrer les deux branches, d'équilibrer la branche santé et la branche santé. Donc là, il y aura moins en tout cas de mutualisation possible. Mais encore une fois, ce sont les règles européennes qui s'appliquent par l'intermédiaire de la CPR. Aux opérateurs. Pendant très longtemps, la MNT comme d'autres équilibrait les contrats de prévoyance par la santé, par les contrats santé. Donc, il y avait une genre de mutualisation de l'un sur l'autre. Ça pose la question quand même de la justice. Équilibrer un risque par un autre risque, d'abord, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est pas porté par les mêmes individus, c'est pas le même risque, ça questionne. Autant la solidarité au sein d'un risque est parfaitement entendable. Encore une fois, je vous dis, c'est la promesse mutualiste, chose que nous sommes extrêmement attachés. Financer un risque par un autre risque, effectivement, c'est limité. De toute façon, à terme, le droit européen l'interdira aux opérateurs économiques. Donc il y avait beaucoup de questions autour de justement, il y en avait une autre, est-ce qu'il est possible d'avoir un montant global pour les 2 risques à répartir par l'agent lui-même, ou doit-on le répartir par délibération? En fait, ça va dépendre du positionnement de l'employeur. Le minimum, c'est 22 € par agent par mois. 22 € cumulés santé prévoyance. Ça peut être un versement unique, ça peut être des versements distincts, ça peut être une volonté de dire clairement je participe à hauteur de autant pour la santé, à autant pour la prévoyance. Ça peut être en plus modulé. Aujourd'hui, le décret permet aussi de moduler les montants de participation en fonction du revenu des agents. Donc bon, tout ça, en effet, ça s'organise par délibération. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est quand même important de le dire, c'est que le préalable, c'est quand même que l'agent engage une dépense. C'est-à-dire que soit l'agent a un contrat santé et il a la couverture correspondante, la participation de l'employeur correspondante, soit l'agent a un contrat prévoyance et il a la participation de l'employeur correspondante, soit il a les deux et il a la participation de l'employeur correspondante. Mais le préalable, parce que c'est quand même une question qui peut se poser, c'est que c'est pas un versement à minima de 22 € à tous les agents, quelle que soit la réalité de la situation. Il faut quand même l'engagement
l'engagement d'une dépense et la couverture d'un risque. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est vrai que on est sur une mesure qui a été présentée comme une mesure de pouvoir d'achat, mais qui est beaucoup plus large que ça, hein, qui est une mesure vraiment de politique RH, d'engagement pour la santé des agents, de couverture des risques. Et je rejoins tout à fait le fait qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu en prévoyance, parce qu'un accident de la vie, on peut en avoir un à 25 ans, se retrouver à demi-traitement, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas quand on a 25 ans. Et l'enjeu, c'est vraiment de porter une couverture des risques pour les agents et pour les employeurs de porter une politique RH correspondante à la fois sur la santé, et les conventions de participation permettent aussi de mettre en place des actions de prévention ciblées dans les collectivités par le biais des conventions qui sont passées, avec des partenariats avec les opérateurs qui interviennent dans les collectivités en prévention, qui interviennent aussi quand les agents sont en arrêt, avec des programmes spécifiques de reprise du travail. Et donc, in fine, c'est aussi un levier de maîtrise de l'absentéisme. Alors, juste un petit mot pour terminer, je vois l'heure qui tourne. Simplement, on parle des agents. Est-ce que les ayants droit sont aussi concernés par cette participation mensuelle de l'employeur? Non, la participation, elle concerne que l'agent, qui lui pourra se couvrir pour sa famille en entier, mais du coup avec un montant qui, dans les montants fixés par décret, ne prennent pas en compte la famille. Très bien, écoutez, je vous propose d'en terminer là, même si on a encore, voilà, on pourrait encore facilement en parler pendant 1 heure. Donc merci beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions, VK continue de vous accompagner hein, via son service VK Ligne Expert, donc n'hésitez surtout pas. Je tiens vraiment à vous remercier, Laurent Bezotti et Caroline Régnier, pour ces interventions, pour toutes ces précisions. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir encore sur le sujet. C'est loin d'être terminé, ça fait même que commencer, je pense. Voilà, merci à vous toutes et tous. On a eu vraiment énormément de participation. Simplement, petit mot de fin sur la question que vous avez posée. Donc, vous êtes favorable à 65% au contrat adhésion obligatoire. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à la MNT et à VK de nous avoir permis d'organiser cette webconférence, à l'association partenaire. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.